Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de Bien connu des services de police, le podcast qui revient sur le meilleur du polar au cinéma. Et cette semaine, la brigade cinéphile reçoit un tireur d'élite, une fine gâchette, un sniper un vrai, l'œil rivé à son viseur, toujours à l'affût de nouvelles pépites cinématographiques pour mieux nous les faire découvrir, monsieur Aurélien Gouriou, alias Sanju. Un très grand merci d'être avec moi, Aurélien. Bonjour à tous et à toutes, et un grand merci à toi de m'avoir invité pour parler de cet excellent film qui est Sitting Target. Alors avant même de commencer, je rappelle que tu fais partie de la bande derrière le ciné-club de Monsieur Bobine. Tu es l'un des brillants auteurs de cette chaîne YouTube que tout bon cinéphile connaît et respecte. Et l'animateur aux côtés de l'ami Johan Orzulik du podcast de haut niveau, la 36e chambre du cinéphage, où vous partagez au plus grand nombre votre passion pour le cinéma asiatique. Ça se trouve sur YouTube et différentes plateformes d'écoute de podcasts. Donc après, ce dernier a été mis en pause depuis quelques mois, mais on devrait quand même reprendre, je pense, d'ici cet été. Alors avant d'entamer la discussion autour du film qui nous réunit aujourd'hui, c'est la tradition en ce début d'émission, on va établir comme ça ta photo signalétique en 2 petites questions. La première, très simple, quelle est ta définition d'un bon polar ? Alors c'est une très bonne question à laquelle il est assez difficile de répondre. Alors je dirais que la différence entre un bon et un mauvais polar, c'est que le bon polar, le policier ou le brigand, il a un revolver et il tire, et le mauvais polar, non, c'est pas vrai. Ce ne sera pas ça ma réponse. Alors en fait, je me suis basé sur pour rendre hommage à 2 grandes figures du polar français, j'ai pensé à cette citation donc de Julien Duvivier, mais qu'on attribue souvent à Jean Gabin, qui est « Il faut 3 choses pour faire un bon film, d'abord une bonne histoire, puis une bonne histoire, et enfin une bonne histoire ». Et je me suis dit que ça pouvait aussi être une définition d'un bon polar, mais par contre, c'est pas que je veux manquer de respect à Jean Gabin et Duvivier, qui sont des personnes hautement estimables et de vrais titans du 7e art, mais j'aurais tendance à dire que plus qu'une bonne histoire, en fait, ce qui fait un bon polar ou un bon film, c'est une histoire bien racontée. Dans le sens où je ne parle pas que du scénario, qui est certes très important, mais aussi, par exemple, de la mise en scène, de la narration visuelle, car le travail sur la photo, le découpage, le montage, le son, tout ça, sont des outils narratifs et qui, à mes yeux, fortement évocateurs, qui participent à raconter une histoire, donc de façon explicite ou implicite. Et c'est pour ça que je trouve que ce vieux débat en fait de la forme contre le fond, j'ai tendance à le trouver un peu bidon, ce vieux débat, étant donné que le fond passe aussi par la forme. C'est la forme qui contribue à appuyer ce qui est déjà présent dans un script ou à enrichir ce dernier en racontant ou en évoquant, en faisant ressentir des choses qui ne peuvent être posées sur papier. Et en fait, si je précise ça, c'est que le film dont on va parler, c'est un bel exemple d'histoire bien racontée par son script, bien sûr, mais aussi par sa mise en scène. Donc pour moi, comme tout autre genre de film, un bon polar, c'est une histoire bien racontée par un cinéaste qui utilise tous les outils qui sont à sa disposition. Un cinéaste qui ne se contente pas seulement d'illustrer platement son scénario, aussi brillant soit-il, mais qui lui apporte un point de vue, et un point de vue qui fait sens. C'est pour ça que, à mes yeux, un bon polar, ça peut être quelque chose de très réaliste ou quelque chose de fantaisiste, voire abstrait, ou entre les deux. Ça peut être un film minimaliste ou très complexe, ça peut être quelque chose de déconnant ou très sombre. Pour moi, c'est un bon polar à partir du moment, un polar est bon à partir du moment où il y a un point de vue cohérent par rapport à ce que les personnes qui font le film veulent raconter. Donc ça peut être autant, je sais pas, Le Cercle Rouge que Hit, que The Killer ou que 48 heures, etc. Et pour revenir sur ce que disait Fabien, le film dont nous allons parler est à mes yeux un très bon polar. Deuxième question, la plus difficile, quel est ton polar préféré cette fois-ci ? Étant donné qu'il y a plein de sortes de polars que je peux apprécier et que j'aime autant les uns que les autres pour diverses raisons, ça a été difficile d'en choisir un, mais je pense quand même que le polar que j'emporterai sur une île déserte, je pense que c'est Chien enragé de Akira Kurosawa qu'il a réalisé en 1948 ou 49, il me semble.
parce que pour moi, encore plus encore que L'Ange ivre, donc son précédent polar, qui est un film que j'adore, je trouve que Chien enragé, c'est peut-être le premier film de la série de chefs-d'œuvre définitifs que Kurosawa a réalisé entre 49 et 65. Et Les Chiens enragés, c'est un film qui me tient énormément à cœur, ne serait-ce que par sa mise en scène incroyable, où, enfin, quand je vois Chien enragé, je me dis, à chaque visionnage, je me dis que très peu de films arrivent à ce point à faire ressentir vraiment de façon sensorielle le climat au spectateur. C'est-à-dire que quand Toshiro Mifune déambule dans ces bidonvilles sous la canicule, le spectateur transpire, quoi, littéralement. On ressent ce climat avec lui. Il y a vraiment quelque chose de sensoriel que je trouve absolument fascinant dans ce film. Voilà, quand on le suit vraiment à la recherche de son arme, puisque le pitch, c'est un flic qui a perdu son flingue et qui le recherche, et finalement, ça va permettre au spectateur de, comment dire, d'avoir une espèce de portrait de la société japonaise d'après-guerre. D'ailleurs, un pitch qui a fait école, puisqu'il a été repris quand même dans d'autres polars assez notables, dont PTU de Johnny To. Voilà, je mentionnais PTU parce que je sais que il y a eu un épisode sur Exilé précédemment. Ouais, Chien enragé, c'est un film que j'aime donc pour ces raisons-là, mais aussi pour le caractère vraiment humaniste que je trouve assez bouleversant, qui est le propre du cinéma de Kurosawa et qui est très présent dans ce film, d'autant plus que cet aspect humaniste, il est porté par les interprétations de Toshiro Mifune et Takashi Shimura qui sont, comme souvent, au sommet de leur art. Puis voilà, c'est aussi, comme je disais, une fascinante radiographie d'une époque et aussi une mine de séquences d'anthologie, genre la confrontation finale dans les hautes herbes, c'est un genre de scène que je pourrais revoir à l'infini, tant je trouve que c'est d'une maestria absolue. Voilà, donc ça a été difficile d'en choisir un seul, mais je pense que ce sera Chien enragé de Kurosawa. Alors effectivement, Chien enragé de Kurosawa, à ne pas confondre avec Chien enragé de Mario Bava, c'est complètement différent. Très très bon polar, très très surprenant, mais j'ai eu la chance effectivement de voir Chien enragé de Kurosawa au cinéma à Lyon au Festival Lumière, et c'est vrai que c'est un film matriciel, à la fois on va dire du côté de Fincher par exemple, je pense à Seven ou encore je sais pas James Gray par exemple, pour L'année nous appartient avec effectivement la séquence des hautes herbes quoi. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tout à l'heure j'ai parlé des séquences dans les bidonvilles où on ressent vraiment la canicule. Ces séquences que je trouve incroyables, il ne faut pas seulement les créditer à Akira Kurosawa, puisque apparemment elles auraient été aussi en grande partie réalisées par un autre immense cinéaste, mais qui est surtout connu pour ses films de monstres, puisque c'est Ishiro Honda, le papa de ce bon vieux Godzilla. Nouveau dossier, nouvelle enquête pour évoquer cette fois-ci un véritable coup de boule que j'ai connu notamment grâce à toi via tes partages sur les réseaux sociaux, un film britannique complètement dingue, enragé, bestial, désespéré au possible, à savoir le génial donc La Cible Hurlante réalisé par Douglas Hickox en 1972 et qui met en vedette un Oliver Reed complètement déchaîné au sommet de son art. Faut le dire tout de suite, hein, j'ai rarement vu un personnage comme ça représenté à ce point comme un véritable lion en cage avant de basculer en bête blessée. Il ne cesse dans le film jamais de charger encore et encore une boule de hargne, de haine qui recule devant rien dans un monde qui est absolument dégueulasse, qui est sans code d'honneur et où tous les coups sont permis finalement. Et Douglas Hickox comme ça nous livre à travers ce film un parcours comme je l'ai dit, sauvage, déchaîné, exposé dans une mise en scène extrêmement crue, on y reviendra, hein, mais qui fait vraiment mal, à la fois brute, sèche et à l'os, et évidemment porté par un Oliver Reed monument de charisme et d'intensité, voilà, partagé entre animalité, instabilité et violence, mais qui a aussi un côté presque candide et enfantin, et c'est vraiment une performance monstrueuse pour ce type de polar. Et c'est simple, hein, j'ai pas ressenti, j'ai découvert le film l'an passé, je crois que c'est même mon plus gros uppercut que j'ai eu en 2023, mais j'ai pas ressenti comme ça cette sensation d'être traîné sur le bitume, comme ça depuis Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zeller dernièrement, quoi. C'est vraiment une magnifique découverte. Et vraiment, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ce film auprès de tout le monde. Et est-ce que tu peux nous faire un petit résumé avant de commencer de l'intrigue ?
Oui, bien sûr. Alors, en plus, généralement, je suis pas trop à l'aise hein, pour pitcher les films, mais celui-ci, ça devrait aller parce que c'est vraiment un film qui a une intrigue, un pitch qui est d'une simplicité, je veux dire, assez désarmante, puisque c'est l'histoire de Harry Lomar, donc qui est un taulard joué par Oliver Reed. Et un jour, il est au parloir, donc en prison, et il discute avec sa femme qui vient lui rendre visite. Et cette dernière lui annonce qu'elle veut se séparer de lui, et qu'elle est, voilà, qu'elle est enceinte d'un autre, qu'elle veut divorcer de lui. Et lui, il le prend très très mal, mais quand je dis très mal, oui, oui, c'est même un euphémisme. C'est-à-dire que, alors déjà, il traverse d'un coup de poing la vitre du parloir pour essayer de l'étrangler. Bon, il y a des bâtons qui l'en empêchent, mais suite à ça, avec un de ses amis, Birdie, qui est joué par Ian McShane, il décide de s'évader de prison afin de retrouver son épouse et tout simplement de la tuer. Voilà, c'est le pitch du film qui est voilà qui est simplissime et le film ne va durant tout le métrage on va coller au basque donc de ce personnage de fou furieux qui veut absolument éliminer sa femme par tous les moyens. Alors le film sort donc en 1972, on est un an après seulement Vilain avec Richard Burton ou encore Get Carter, La loi du milieu, le film réalisé par Mike Hodge. Et il faut le dire tout de suite, donc c'est réalisé par Douglas E. Cox, qui est quand même pour moi un bel artisan, qui a signé donc aussi Tête de sang, une comédie horrifique vraiment très drôle, très gore avec Vincent Price et Dana Rigg, donc autour d'un acteur voilà shakespearien assez grandiloquent qui tue les critiques qui ont assassiné ses pièces précédentes. Et on peut aussi souligner Brannigan que j'aime bien avec John Wayne, qui est un peu pantouflard, on va dire, dans le film. C'est vraiment la fin de carrière de John Wayne. C'est un polar, on va dire, un peu musclé, avec un beau casting. Voilà, il y a Richard Attenborough, Mel Ferrer, John Vernon. Et c'est une comédie policière, moi, que j'aime beaucoup, parce que c'est un flic de Chicago qui débarque à Londres, un peu à la Dirty Harry, avec des méthodes un peu expéditives, et puis qui va lancer quelques bourpifs entre quelques pintes de Guinness comme ça, et on sent déjà dans ces outrances que le buddy movie, le genre du buddy movie quelque part est pas loin quoi, est en train de se créer à travers cette figure de ce flic un petit peu bourru et qui envoie des punchlines assez facilement quoi. Et c'est un film effectivement très bien réalisé et il faut souligner aussi le travail tout de suite de Alexander Jacobs au scénario. Qui adapte ici Lawrence Anderson, qui adapte donc son roman. C'est un scénariste quand même assez important. Il a travaillé sur French Connection 2, par exemple, ou Police Puissance 7, autour du personnage de Roy Scheider, à partir du film de William Friedkin. Il a aussi bossé avec John Boorman, justement, sur Duel dans le Pacifique et Le Point de Non-Retour. Donc, c'est quand même, voilà, c'est quand même déjà, tu l'évoquais tout à l'heure très très bien, c'est à la fois déjà un bon récit, un bon auteur, on pourrait dire, et puis effectivement un bon réalisateur. Oui, alors c'est vrai que Douglas C. Cox, c'est un cinéaste que je connais personnellement assez peu, hein. Donc j'ai seulement vu donc ce Sitting Target et Théâtre de sang, oui, qui effectivement est une excellente comédie noire très méchante, un peu dans la lignée des Dr. Fabes, hein, toujours avec Vincent Price, hein, qui sont aussi très recommandables. Parce que oui, je dois avouer finalement être plus familier du cinéma du fils de Douglas E. Cox, hein, qui est Anthony E. Cox, donc cinéaste assez connu des rats de vidéoclub un peu bisseux des années 90, voilà, à qui on doit quelques petits films fantastiques bis tout à fait sympathiques comme Waxwork, Sundown, etc. Mais par contre, oui, le père Hickox, j'ai bien envie quand même de continuer à parcourir sa filmographie, et notamment ben, le Brannigan dont tu parles, qu'il faudrait que je vois, et aussi un film Zulu Dawn qui a plutôt bonne réputation, qui fait plutôt envie. Un bon auteur, un bon réalisateur. Il faut souligner aussi la présence au montage de John Glenn, qui bossa entre autres quand même pour Peter Yates ou Mike Judge justement, et qui livre ici vraiment un montage extrêmement nerveux, qui va pas par quatre chemins et qui œuvra surtout sur James Bond. Il va réaliser 5 James Bond au total, et il faut aussi souligner la présence de John Barry, hein, le décorateur, hein, pas le compositeur pour le coup, qui bossa lui quand même sur le Cléopâtre de Mankiewicz, Orange Mécanique, Star Wars, ou encore les Superman de Richard Donner. Mais je pense qu'avant d'attaquer vraiment, je dirais, le vif du sujet avec la mise en scène,
qui est quand même assez expérimental du film, qui est La cible hurlante, il faut quand même parler d'Oliver Reed, c'est-à-dire que voilà, Oliver Reed, c'est un peu, pour moi, un peu le prétexte aussi de l'émission, c'est aussi de parler de lui et de sa carrière. Voilà, une force physique hallucinante, très massif, pour moi, qui est un peu une sorte de croisement entre Klaus Kinski et Ventura, c'est-à-dire qu'il a vraiment le côté, voilà, Ouais, il est massif, quoi, avec sa grosse mâchoire de buffle, tout ça, oui, c'est... c'est ça, mais avec une vraie instabilité à la Klaus Kinski, c'est-à-dire qu'il est très instable, il a une folie, il a une violence. Et tu vois, chez nous, par exemple, je verrais un acteur un peu similaire, mais certes, il était beaucoup plus second rôle, on va dire, beaucoup moins fou dans ses interprétations, beaucoup moins flamboyant. C'est quelqu'un comme Bernard Fresson, qui lui aussi était quand même assez borderline sur pas mal de choses, et qui avait ce côté effectivement très physique dans son jeu. Alors, Oliver Reed, avant toute chose, c'est un personnage sulfureux, alcoolique. Je vous laisse chercher ne serait-ce que sur sa page Wikipédia, vous avez carrément une sous-partie dédiée quand même à son penchant pour l'alcool. Ordre d'idée, il aurait bu par exemple 106 pintes en 24 heures, soit donc une pinte toutes les 12 minutes. Il aurait vomi sur Steve McQueen lors d'une sortie pour un projet qu'ils avaient en commun qui n'a jamais vu le jour. Il est vraiment ingérable sur les tournages. Ridley Scott sur Gladiator en sait quelque chose, puisque il est mort en sortant d'un bar à Malte sur le tournage. Et c'est vrai que c'est un mercenaire du cinéma, Oliver Reed, on pourrait dire, qui a tout fait en fait. C'était un vrai rebelle, un immense acteur aussi quand il le voulait. Il a une vraie extravagance, une vraie folie, je trouve, dans son regard. Il est toujours au bord de la rupture, quoi, vraiment prêt à exploser. Une carrière extrêmement chaotique, mais qui a quand même fait beaucoup de films de genre, des productions assez grosses, et puis des participations voilà, un peu plus alimentaires. Il a eu une carrière, une vie vraiment assez folle. Il a été boxeur, il a travaillé dans un club de striptease. Il a été connu au tout début de sa carrière pour ses films avec La Hammer. Je pense à La Nuit du Loup-Garou, par exemple, de Terence Fisher, où il joue le premier rôle. Ou Les damnés aussi de Joseph Losey, qui est incroyable et dans lequel il est assez bluffant, je trouve aussi. Et puis évidemment, sa collaboration avec Ken Russell, c'est-à-dire Love, Les Diables, Tommy. Et puis Michael Winner, Richard Lester, donc ça vous montre un petit peu le personnage. Il a aussi collaboré avec Cronenberg pour Chromosome 3, qui est peut-être l'un de ses films les plus connus peut-être du grand public, entre guillemets. Et c'est vrai qu'avec son physique de brute, quoi, il véhicule tout de suite quelque chose, quoi. C'est une idée de cinéma, en fait, Oliver Reed. Dès le départ, rien qu'en le regardant, tu sais à peu près le type de récit que tu peux avoir avec un acteur aussi instable. Oui, mais c'est ça, enfin, ce que tu disais, voilà, c'est ce que je trouve vraiment remarquable chez cet acteur et qui fait que c'est probablement un de mes comédiens préférés. Parce que bon, déjà, il y a sa filmographie, ouais, avec les films que tu as cités, quoi, des trucs comme Les Diables, les damnés, Chromosome 3, aussi un western assez méconnu, voilà, que je recommande vite fait en passant, parce que je trouve que c'est un film incroyable, c'est The Hunting Party alors j'ai oublié le nom du cinéaste, qui était surtout un réalisateur de télé, mais qui est un western survival, en fait, qui fait énormément penser à ce que pouvait faire Peckinpah à l'époque, ne serait-ce que dans la stylisation, mais aussi dans le côté moralement très trouble et ambigu du film. Et c'est vraiment une vraie bombe, ça, The Hunting Party. Ouais. De Don Medford, donc Les Charognards en français. Et Oliver Reed, ce que j'apprécie énormément, c'est que le type, il a un énorme charisme, oui, qui est une espèce de mélange de puissance brute et de sensibilité à fleur de peau. Et c'est vrai que il a vraiment voilà, une présence, une façon d'interpréter qui n'appartiennent qu'à lui. Et c'est vrai que c'est difficile, hein, comme tu le disais tout à l'heure, de lui trouver un équivalent. J'y pense d'un coup, le seul à cette époque-là qui aurait à la fois un charisme de fou lié à son physique assez massif et qui a une vraie sensibilité presque féminine, c'est Gérard Depardieu à l'époque, hein. Il y a de ça, ouais, clairement. Ouais. Et puis au casting, quand même, tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, Ian McShane, très très jeune, très beau aussi d'ailleurs, dans le rôle de Bordy, très charismatique aussi, séduisant comme ça, de prime abord, mais beaucoup plus dangereux, au final plus pervers, plus vicieux que le personnage de Lomar. On peut citer aussi Gilles Saint-Jeune, qui a bossé aussi sur James Bond, l'un des moins bons quand même, hein. Les diamants sont éternels, et évidemment Edward Woodward, droit comme la justice dans le film qu'on avait vu dans The Wicker Man, évidemment, le chef-d'œuvre absolu. On peut citer la série Equalizer aussi, et quelques années plus tard Hot Fuzz d'Edgar Wright. Alors il y a pas mal de points communs aussi entre
c'est un hasard, on pourrait dire, du calendrier dans notre programmation de l'émission, entre La Cible Hurlante et Milan Calibre 9, qu'on a chroniqué dernièrement, mine de rien, puisque c'est un héros qui sort de prison. Bon, là, il s'évade, hein, mais il y a une sorte de magot caché, il y a la trahison aussi, sans trop en dire. Il y a un code d'honneur qui disparaît au profit bah voilà, d'un argent, on va dire, immédiat, où tous les coups sont permis. Et c'est vraiment un film qui est extrêmement nihiliste, en fait. Ah oui, oui, mais c'est un film qui est, comme tu dis, qui est extrêmement nihiliste. D'ailleurs, je sais que à ce titre, il est souvent comparé à un autre polar britannique de la même époque, qui est Get Carter. Et je peux comprendre pourquoi, parce que c'est vrai que ce sont deux films qui sont voilà, des métrages violents, sans concession, et aussi portés par, on va dire, une atmosphère de décrépitude urbaine et un personnage principal d'anti-héros difficilement aimable, on va dire, en euphémisme. Mais par contre, je trouve que là, il y a une grande différence quand même entre Get Carter et Seeking Target. C'est, je trouve, par rapport à l'aspect, à la façon dont est traitée l'intrigue. C'est-à-dire que dans mes souvenirs, Get Carter, qu'il faudrait que je revoie parce que c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps, dans mes souvenirs, c'était un film qui avait quand même une intrigue assez complexe, avec quand même pas mal, pas de digression, mais une intrigue presque tentaculaire, alors que Sitting Target, comme on disait au moment de le pitcher, c'est un film, je veux dire, qui est sec comme un coup de poing. Je veux dire, j'ai rarement vu un polar avec une intrigue aussi simple, dépouillée, sans fioriture, et qui va vraiment à l'essentiel. C'est Oliver Reed est pas content, il veut tuer sa femme, et on suit la mécanique en marche dès les premières minutes de film. Enfin, sur ça, je trouve que c'est assez hallucinant. Oui, c'est extrêmement serré. On est vraiment dans la très bonne série B, entre guillemets. Le film dure moins d'une heure et demie. Et c'est un film, on l'a pas dit, mais tu cites Get Carter, qui est quand même, je pense, la tête de gondole, tu vois, du polar anglais connu au niveau international. Mais c'est vrai que ce film est vraiment un peu tombé dans l'oubli, hein. C'est vraiment un film qui est méconnu, qui est difficilement trouvable. Il faut le voir de manière, il faut dire la vérité, plus ou moins illégalement, hein. C'est comme ça que j'ai pu le voir. Il n'y a pas de belle édition DVD autour. Et c'est vrai que c'est un film qui mérite d'être redécouvert parce que c'est un film qui va droit au but, qui s'excuse pas d'être ce qu'il est, qui a un côté aussi très, très anglais, en même temps très, très craspec, à la fois, oui, extrêmement violent, mais en même temps très, presque naïf, j'ai envie de dire, dans ce qu'il véhicule comme sentiment. Et voilà, c'est vraiment un film qu'on veut faire découvrir. Et on commence du coup par le début avec cette première scène complètement hallucinante où Oliver Reed, déjà dans une forme, on va dire, assez épatante, enchaîne comme ça les pompes dans, dans sa cellule, quoi. Il y a un vrai sentiment comme ça de bouillonnement intérieur dès le début, dès les premières séquences. En plus, le premier plan du film, c'est une horloge qui tourne, on pourrait dire. Et il y a vraiment ce côté ouais, d'enfermement, d'oppression, avec cette musique très lancinante, là, comme ça, comme un métronome qui égrène les secondes qui passent. Il y a un côté très martelé, comme ça, qui tape dans sa tête. Et dès le début, il y a un côté, je trouve, extrêmement mental, en fait, dans l'utilisation de la mise en scène et de la musique. Il y a un vrai sentiment claustrophobique, évidemment lié au décor de la prison. Et quant à lui, il a le visage qui est déformé par la rage, quoi. Et dès le début, on a un côté extrêmement brut, glauque dès les premières secondes. C'est presque une note d'attention. Et puis après, effectivement, on a cette séquence complètement folle, on pourrait dire, oui, du parloir. C'est-à-dire quand il découvre le poteau rose, que sa femme est enceinte d'un autre, lui qui tire une peine de prison, je crois, de 11 ans dans le film pour avoir tué accidentellement un postier. Et il lui aurait dérobé un magot, en fait. Et la mise en scène de Hickok, est presque à la limite de l'expérimental. Enfin, il y a des choses qui est très étonnant en fait sur les cadres en fait et sur les jeux du décor, c'est-à-dire que les deux personnages sont à chaque fois enfermés entre guillemets. Ils ont toujours le visage qui est encadré, on pourrait dire grillagé à travers l'hygiaphone. Et il y a des jeux de reflets qui sont très perturbants. Il n'y a pas de champ contre champ, c'est-à-dire ils sont pas face à face, ils sont côte à côte. Il y a déjà cette sensation de on n'est plus raccord. Il y a quelque chose entre nous qui se joue, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et tout passe effectivement par l'image avant cette explosion de violence où il l'attrape littéralement par la gorge en pétant la vitre et en voulant la tuer dès le début du film. Oui, mais c'est vrai que cette scène, enfin, je trouve que voilà, dès le début, elle contribue bah,
a démontré un peu ce qu'on disait précédemment, c'est que c'est une histoire simple qui est par contre racontée visuellement de la meilleure des façons. Et c'est vrai que cette scène du parloir, qui est clairement l'élément déclencheur du récit, je trouve que c'est très intéressant en fait ce que Douglas C. Cox fait par les jeux de reflets sur la vitre du parloir. C'est-à-dire que ça commence vraiment par des plans où on a l'impression que les visages de Harry et de son épouse sont superposés et semblent se confondre en fait. C'est-à-dire que voilà, ça fait deux reflets qui sont vraiment l'un sur l'autre voilà, comme je disais, les visages semblent se mélanger. Et on a aussi cette impression que les deux regardent dans la même direction au début. Et c'est vrai qu'au début, en fait, ils ont l'air, je veux dire, elle lui a pas encore révélé qu'elle voulait le quitter, qu'elle était enceinte d'un autre, et on a l'impression que jusqu'ici tout va bien. Puis arrive le moment où elle dit avoir rencontré quelqu'un, vouloir divorcer, etc. Et donc c'est ce moment où Harry va littéralement péter un câble, et à partir de là, les visages sont séparés. Et on n'a absolument plus l'impression qu'ils regardent dans la même direction. Et en plus, voilà, Douglas C. Cox rajoute tout un jeu de déconstruction, en fait, par des lignes horizontales de ces visages qui paraissent, à partir de là, totalement fragmentés, donc rendus monstrueux. Et je trouve que la façon dont la mise en scène de cette séquence de parloir nous fait comprendre en fait l'état d'esprit des personnages, l'enjeu central du film, je trouve que c'est un exemple d'écriture visuelle qui est à la fois très stylisée mais aussi très porteuse de sens. Et puis arrive ce plan choc, voilà, qui est ultra brutal, où Harry traverse la vitre d'un coup de poing, la vitre du parloir d'un coup de poing afin d'étrangler sa femme. Et là, le montage se met direct, s'emballe. Les plans deviennent beaucoup plus courts. Le cadre, qui était jusqu'à présent très composé, commence à devenir tremblant, instable. Et vraiment, on nous plonge vraiment dans cette sensation d'urgence et dans la détresse, la folie furieuse du personnage. On a l'impression que la folie du personnage imprègne la pellicule. Et il y a il y a un vrai point de vue dans l'écriture visuelle du film, comme si, pour résumer grossièrement, la mise en scène était une sorte d'excroissance de la psyché du personnage d'Oliver Reed, de Harry, de sa folie. D'ailleurs, voilà, durant tout le film, on a ces nombreux jeux de miroirs qui déforment et fragmentent notre perception de la réalité. Et c'est vraiment, c'est vraiment porté par une mise en scène que je trouve à la fois très crue et très expressionniste. Enfin, expressionniste dans le sens où on va avoir beaucoup par exemple, des compositions en double focale, ce qu'on appelle double bonnette, un peu à la De Palma, où le premier plan et l'arrière-plan sont très nets et séparés par une petite zone de flou qui fait des plans très composés, aussi énormément de cadres penchés, de très courtes focales déformantes qui rendent les décors menaçants. Des jeux d'ombre portés qui font presque épouvante expressionniste, de même concernant les jeux de silhouettes découpées dans des zones de lumière, et je trouve que tout ça en fait confère une sorte de patine de film d'horreur en fait à ce qui est un polar très sec, et cet aspect horrifique ne me paraît absolument pas gratuit, car le personnage de Harry, donc joué par Oliver Reed, il nous est représenté comme une sorte de monstre tragique, presque une sorte de créature de Frankenstein. Et d'ailleurs, dès le début du film et l'incroyable séquence d'évasion, qui occupe près de l'intégralité du premier tiers de métrage et qui est une grosse scène d'anthologie, mais en fait cette séquence d'évasion, elle joue sur cet aspect en fait de mise en scène horrifique, avec par exemple le personnage d'Oliver Reed qui va faire des entrées de champ presque surnaturelles, genre par exemple à un moment il surgit du plafond pour attaquer un type, le tout souligné aussi par une forte présence visuelle et aussi en termes d'éclairage, mais aussi une présence sonore par exemple du tonnerre en fait. Voilà, qui a une grosse importance dans la façon de poser l'ambiance et de dramatiser, et qui est quelque chose voilà, qui est vraiment spécifique, qui est même un trope du cinéma d'horreur. Et ce personnage de Harry, en fait, qui est tellement omnubilé par sa quête de vengeance, sa quête absurde, qui n'a aucun sens, je trouve que voilà, le personnage, il est tellement hors sol par rapport à ça que
ça en fait une figure à la fois tragique et pathétique, je veux dire, et en plus qui appuie parfaitement le propos totalement nihiliste et désabusé du métrage et son amoralité. Je trouve que le film, il propose certes un côté de polar, voilà, un polar dur, rugueux, brutal, poisseux. D'ailleurs, ça passe énormément par le travail sur les décors, hein, qui est assez incroyable. On n'a vraiment pas envie de vivre dans cette Angleterre, hein, qui nous est dépeinte. Cet aspect, voilà, très polar, rugueux, brutal, se mêle avec des parties pris stylistiques, donc qui sont héritées du cinéma d'épouvante, et ça donne au film, voilà, cet aspect parfois baroque et torturé, et qui est clairement à l'image de ce personnage principal. Enfin, je trouve que voilà, tout le travail de mise en scène est pensé comme une excroissance en fait de la folie de cet incroyable personnage principal. Non, mais c'est exactement ça, hein, t'as absolument tout dit, hein. J'avais noté à peu près les mêmes choses que toi, effectivement. Il y a ce jeu sur les doubles focales, juste avant la révélation du fait qu'elle est enceinte, voilà, qui te montre dès le début qu'il y a une sorte de sentiment comme ça de duplicité qui est immédiat entre eux et qui va évidemment jouer dans le reste du long métrage. Mais c'est aussi un film qui est presque romantique, c'est-à-dire que la première partie, jusqu'à l'évasion, on pourrait dire, introduit le personnage d'un point de vue extrêmement monstrueux, tu l'as très bien dit, avec aussi, il attaque un chien, par exemple, enfin un Manu, quoi, carrément un Doberman, ah ouais, ça te montre tout de suite le potentiel, entre guillemets, de violence du bonhomme, quoi, et j'ai l'impression que tout le reste du long métrage, tout ce qui va suivre après dans le récit, va tenter de nuancer et d'humaniser, en fait, cette figure qui est presque monolithique, c'est-à-dire que il a un vrai code d'honneur, entre guillemets, à lui. Il est immoral, mais c'est sa morale à lui, par son prisme à lui, il en a quand même une quelque part. Et j'aime beaucoup la relation en fait qu'il a aux femmes dans le film, c'est-à-dire que certes il veut tuer sa femme, c'est son but, il bouge pas d'un iota par rapport à cette idée qui est effectivement sans queue ni tête en fait, on sait très bien que ça va le mener nulle part, hein, il y a plus de malheur en fait. Il y a par exemple, il s'évade avec le personnage de Freddie Jones, donc le père de Toby d'ailleurs, le père de Toby Jones, l'acteur célèbre britannique. Et il y a une prostituée en fait. Ils sont dans un camion, ils partent comme ça de la prison, il y a une prostituée, et les deux en fait vont directement sur elle, quoi. C'est-à-dire Freddie Jones et Ian McShane. Et Oliver Reed regarde ça en fait, un peu dégoûté, et lui il veut pas la toucher, quoi. Et cette idée va être reprise dans le dernier tiers du film, où ils vont se réfugier en fait chez un ancien complice pour lui soutirer de l'argent. Ils tombent en fait sur, c'est un maquereau en fait, hein. Ils tombent sur l'une de ses poules entre guillemets, et Ian McShane en fait est plus qu'insistant, quoi. C'est presque un viol, quoi, pour coucher avec elle. Là où Oliver Reed, en fait, lui, il prend un bain, etc. Elle commence à le toucher et lui refuse. C'est-à-dire que il est fidèle et il est amoureux. Bon, à sa manière, on pourrait dire. Et tout le film va jouer effectivement là-dessus. Il a un côté presque, je trouve, par moments enfant perdu, quoi. Et le film, dans ce côté-là, va aussi enchaîner dans le côté labyrinthique des séquences effectivement très très fortes. L'évasion, tu as magnifiquement parlé de la séquence d'évasion, effectivement, avec les éclairs, le tonnerre, qui sort d'outre-tombe, quoi. Ça y est, c'est la libération. Après, c'est des courtes focales en plus qui en prison, qui le scrutent, qui l'écrasent, qui l'étouffent, qui l'enferment. Et après, tu as la séquence qui est quand même qui est très marquante, je trouve, et qui sert d'ailleurs plus ou moins pour l'affiche du film, la séquence des drapés, c'est-à-dire il y a une sorte de course-poursuite avec la police à un moment donné. C'est presque une présence fantomatique, c'est-à-dire qu'il est absolument partout. Il arrive à s'introduire très facilement en fait là où il veut. Il a vraiment un plan. Il arrive à s'introduire chez sa femme. Et là, du coup, la police comprend en fait son petit manège. Il est poursuivi par deux motards. Et tu as une sorte de séquence, voilà, comment on pourrait dire, oui, de course-poursuite à travers des draps. Et voilà, c'est une séquence qui est presque onirique, et je sais pas ce que t'en as pensé, toi, en tant qu'amateur de cinéma asiatique, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté, dans cette représentation-là, un côté hongkongais. Tu vois, moi, j'ai pensé au cinéma de John Woo, par exemple, dans cette séquence, là où il se planque, etc., il tire sur les flics, et puis extrêmement graphique, extrêmement violent. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a vraiment presque un terreau là-dedans, dans cette séquence. Bah en fait, oui, cette séquence, ça m'a fait penser vraiment à à tout un pan de polar extrêmement
extrêmement stylisé et formaliste. Donc, par exemple, ça peut être John Woo, mais ça m'a aussi fait penser à ce qui pouvait se faire à l'époque du côté de l'Italie dans le giallo, c'est-à-dire des moments où en fait une scène est dramatisée de façon à devenir une espèce de grand moment de stylisation, c'est-à-dire là avec vraiment tout le jeu sur les textures, l'opacité des étoffes, tout ça, et une sorte de stylisation qui apporte une dramatisation en fait qui confine presque à, à l'abstraction. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est une séquence qui fonctionne presque un peu comme les meurtres dans les films de Dario Argento. Enfin, ce que la séquence raconte est important, mais c'est vraiment presque plus la façon dont c'est fait et ce que ça va évoquer et faire ressentir quasiment de façon quasi sensorielle au spectateur qui importe et c'est de là que vient l'impact. Et cette séquence, oui, je trouve elle est assez incroyable en fait. Oui, cette espèce de course-poursuite, confrontation, jeu de cache-cache avec les motards, là, c'est vraiment un moment assez incroyable et auquel on n'est pas forcément préparé dans le film. Enfin, c'est très très étonnant. Enfin, j'avais beau connaître le film et attendre cette séquence, j'étais quand même surpris et sidéré au moment où elle arrive quand je l'ai revue hier. Mais en plus, effectivement, dans cette séquence, même dans l'utilisation sonore, il y a un côté extrêmement ouaté. Ouais, quelque chose de presque onirique en fait, oui, c'est ça qui se dégage de cette scène. Mais après, je trouve que dans les espèces de morceaux de bravoure où vraiment le film voilà tient autant du polar que de quelque chose voilà qui confine presque au fantastique, même si le film est entre guillemets réaliste. Je pense aussi à la scène de poursuite finale où Harry il est au volant d'une espèce d'énorme véhicule. Enfin, j'ai l'impression qu'il est filmé comme un monstre et la séquence de poursuite, elle a presque des allures de combat, de duel. Et moi, je serais pas étonné en fait. Enfin, ça reste à vérifier. Je sais pas s'il en a déjà parlé, mais que certains plans et l'idée globale de cette séquence, je serais pas étonné que ça ait inspiré Edgar Wright pour le climax de Baby Driver, qui se base sur une idée assez similaire et qui justement est une séquence de Baby Driver où en termes de représentation et de ressenti du spectateur, on a l'impression que le film il vire presque dans le film de monstre, dans le fantastique. Mais je serais pas étonné d'apprendre que Wright se soit inspiré de ce film, étant donné que ce dernier est extrêmement cinéphile, hein, vraiment du genre à aller chercher des petites pépites, et anglais aussi, qui est la nationalité du film. Et en plus, c'est vrai que Setting Target, c'est un film, s'il est totalement méconnu en France, hein, malheureusement, c'est un film, j'ai l'impression quand même qui au Royaume-Uni a quand même sa réputation, son culte, ne serait-ce que parce que, si je ne m'abuse, il me semble que c'est un des tout premiers films anglais à avoir été classé X pour raison de violence. Je pense que oui, ça vient vraiment du côté très très amoral du film, hein, vraiment cet aspect où enfin, tous les personnages sont plus pourris et torturés les uns que les autres et voilà extrêmement poisseux qui je pense a justifié cette classification. Donc pour revenir, voilà, je pense que je serais pas étonné d'apprendre que Edgar Wright a vu ce film et il lui rend un petit hommage à la fin de son excellent Baby Driver. Mais c'est pas étonnant, hein, franchement, c'est vrai que dans la représentation à la fois des prisons, tu l'as très bien dit, des cellules, c'est très expressionniste, les jeux de lumière, les jeux d'ombre extrêmement tranchés, les perspectives, les dodge angles ou bien tu sais, les longues focales. Des fois, comme s'il était presque une prison à lui tout seul, en fait, Oliver Reed. Puis tout ça couplé avec un montage extrêmement cut, nerveux, bah moi, ça m'a presque rappelé par moment, et c'est marrant que tu parles du Giallo, et Edgar Wright, c'est une sorte de tradition. Moi, j'ai pensé presque à Sam Raimi, bizarrement, et à Evil Dead, pour ce côté aussi très, effectivement, très craspec, bon, très urbain, certes, mais il y a ce côté-là, quoi, qui est effectivement très mental, très, très expressionniste. Il y a aussi des surimpressions, des très gros plans. Enfin, il y a quelque chose au niveau du son, effectivement, qui tape en permanence. Et ce qui est génial dans ce film, surtout pour un film anglais, on a une certaine idée généralement des films anglais, une sorte, on va dire, d'élégance, un standing, on pourrait dire. Et le film, il s'excuse pas, en fait, d'être ce qu'il est. Et Ian McShane, dans le film, il le dit, hein, il dit, ici, on est en Angleterre, tu vois. Il y a des codes à respecter, on n'est pas en Amérique. Or, en fait, toute l'action,
qui arrive à Oliver Reed dans le film, en fait, prouvent en fait qu'ils sont capables de rivaliser finalement avec n'importe quelle production américaine, en justement ne respectant pas les règles établies, quoi. Et c'est pour ça, je pense que le film aussi a détonné en fait dans ce paysage, on pourrait dire anglais de cette époque, bien qu'il est comme ça sorti d'une tradition du film de gangster qui existe depuis des années, quoi. Il a vraiment une personnalité, ce film, une rage, il faut vraiment insister là-dessus, qui est hors du commun, quoi. Ça t'entraîne dans un monde qui est pas forcément très beau à voir, quoique, ben, il y a quand même par moments, voilà, des petites touches comme ça de romantisme, je pense à sa fin, qui rachète un petit peu, je trouve, le personnage. La toute fin, la conclusion, je trouve elle est incroyable. Et je trouve que c'est vraiment là où ça finit en fait de poser vraiment cette histoire comme un vrai film de monstre tragique. Il y a vraiment une espèce de mélange de romantisme, mais ultra noir et tordu, quoi, je veux dire. Enfin, ça va loin, et de nihilisme, voilà, qui explose littéralement, lors de ces 10 dernières secondes de film, qui te laisse bouche bée, quoi, je veux dire. Enfin, cette conclusion, elle est hallucinante, je trouve. Mais d'ailleurs, je trouve que voilà, cette fin, voilà, vraiment, vraiment choc et d'une noirceur absolue, elle est à l'image du métrage, hein, qui est vraiment une sorte de boule de nihilisme. C'est un film dans lequel toutes les valeurs, voilà, amour, amitié et tout ça, sont littéralement mises en pièces, salies, même si, comme vous disiez précédemment, il y a une forme de romantisme totalement tordu, en fait. Mais ce qu'on retient le plus, c'est vraiment l'aspect totalement désabusé du film, où voilà, tous les personnages paraissent pourris, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, et d'une certaine façon, voilà, ils paraissent guidés par leurs plus bas instincts et évoluer dans cette espèce d'Angleterre urbaine décrépite et déshumanisée. Et ça me fait penser à une réplique à un moment de la femme d'Oliver Reed, qui dit un truc genre rien ni personne pour aider, seulement les pigeons et les moineaux qui chient partout, quoi, je veux dire. Enfin, c'est vraiment un film dans lequel l'espoir n'existe pas. Et par conséquent, les personnages, ils plongent la tête la première dans une spirale destructrice qui mène à leur autodestruction. Et en cela, ce film me fait un peu penser à un film plus ou moins contemporain, genre ils ont 3 4 années de différence, qui est un film japonais, qui est Le cimetière de la morale de Fukasaku, qui pareil est un film d'une violence, d'une noirceur et d'une radicalité hallucinante, avec voilà, un personnage qui est une boule de rage, de haine, et qui s'enferme aussi, pareil, dans cette espèce de spirale destructrice qui le mène à l'autodestruction. Et je trouve on peut dresser des parallèles, hein, entre ces films et leurs protagonistes principaux, même si je trouve que Le cimetière de la morale est encore plus méchant. C'est dire, parce que c'est très très méchant, c'est une target. Et ouais, c'est un truc que j'avais apprécié aussi, c'est le personnage d'Oliver Reed. Ce qui contribue à en faire vraiment un personnage de monstre tragique, c'est une très belle réplique qu'il sort à un moment dans le film, il dit j'étais heureux et ça me plaisait, personne n'a connu ça. Et à un moment ensuite il ajoute demain n'arrive jamais. Et je trouve que voilà, ces deux répliques, comment dire, encapsulent parfaitement l'état d'esprit du film, où voilà, le bonheur c'était avant. Et il s'agit même plus de le retrouver en fait dans cette histoire, mais de détruire salement ce qui a causé la perte de ce bonheur, quitte à se détruire soi-même. Enfin voilà, c'est un excellent film, mais faut l'encaisser parce que c'est pas la joie, on dira. Mais d'ailleurs, c'est pas trop dit, mais je l'ai compris comme ça, mais j'ai l'impression que le couple a perdu un enfant. Ah, c'est suggéré, ouais. Ça donne l'impression, en tout cas, qu'il est en prison permanente, c'est-à-dire même quand il est libre, il y a quelque chose qui fait en fait qu'il pourra jamais trouver effectivement ce qu'il cherche, quoi. Et sa quête entre guillemets est perdue d'avance, et ça on le sait dès le début du long métrage. Autre tradition dans bien connue des services de police, pour classer définitivement l'affaire, on traque les complices dans le même genre, une recommandation très rapide d'un film dans le même giron. Et cette semaine, d'un commun accord du coup en amont avec Aurélien, on a décidé d'évoquer ensemble le même film tous les deux.
Un poliziotesco que l'on adore toujours avec en tête d'affiche le monstrueux Oliver Reed, cette fois arborant une magnifique moustache des plus viriles, avec le plus que percutant La poursuite implacable, donc Revolver en version originale, réalisé par l'excellent Sergio Solima, on est en 1973, et qui suit comme ça le parcours moral d'un homme bafouant absolument tous ses idéaux pour sauver la femme qu'il aime, soit quelque part le récit inverse de celui de la cible hurlante, ou à l'instar du dernier face-à-face de Sergio Solima toujours, il tire comme ça, encore une fois, à boulet rouge sur un système politico-financier sans visage, qui broie toute notion d'humanité, à commencer par celle de la justice et de l'amitié. Et là aussi, on retrouve l'idée comme ça d'inversion des valeurs et des principes chers aux cinéastes, qu'on retrouve autant par exemple dans Colorado, ou bien encore dans Cité de la violence, avec ce personnage de truand incarné par le jeune à l'époque Fabio Testi. Et même si je trouve comme ça le rythme un petit peu flottant, un peu inégal par moment, il y a des séquences de violence vraiment très graphiques, héritées comme ça des codes du western, toujours emballées avec une grande efficacité vraiment redoutable, et évidemment portées par la composition lyrique d'Ennio Morricone, que Tarantino reprendra d'ailleurs dans Inglourious Bastard avec le morceau Un Amico, et bien sûr le jeu monumental, bestial, charismatique, enragé du grand Oliver Reed. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur ce film, à la poursuite implacable. Enfin, c'est le titre français, je sais plus. Oui, bon, je vais dire Revolver. Je suis plus sûr de moi avec ce titre, mais à ne pas confondre avec le Guy Ritchie, hein. Mais moi, je me souviens que quand j'ai découvert le film, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est vraiment ce récit de l'amitié, d'une amitié impossible, donc entre un voyou incarcéré, un taular, donc joué par Fabio Testi, et cet ancien flic devenu directeur de prison, donc joué par Oliver Reed. Et cette amitié, donc comme je dis, impossible, car totalement écrasée par un système capitaliste, politico-financier, omnipotent, contre lequel on ne peut lutter. Et là, ça, c'est vraiment, enfin, c'est le propos très fort du film, parce que c'est un film dans lequel les personnages ont beau essayer de se débattre, ils sont tous les deux des marionnettes, des pions, en fait, la chair à canon d'un système qui est totalement inhumain. Et le film a vraiment un propos on ne peut plus pessimiste, voire fataliste. C'est un film qui te démontre vraiment, enfin, sur la fin, et de façon ultra impactante, que c'est bien joli de vouloir changer le monde, c'est une noble cause, mais on ne peut pas lutter. Enfin, et le film, il se termine vraiment de cette façon en disant, quoi que tu fasses, ils gagneront. Je veux dire, ils sont beaucoup trop puissants. Et à ce titre, la fin fait extrêmement mal. Je trouve que c'est une fin qui prend aux tripes, mais d'une force assez incroyable. D'autant plus que cette conclusion est renforcée par l'utilisation du morceau, donc Un ami, qui est très porteur de sens à ce moment-là du film. Je veux dire, une sorte d'utilisation qui est ultra, enfin, tristement ironique de ce morceau Un ami composé par Morricone. Enfin voilà, je trouve cette fin surpuissante et encore plus puissante que l'introduction du film, qui est aussi sur ce morceau, hein, justement, qui est une introduction qui nous montre le personnage de Fabio Testi en train d'enterrer le corps d'un ami suite à un braquage qui a mal tourné, qui est très belle scène d'ouverture. Et si je la mentionne, c'est parce que le thème Un Amico de Morricone est, durant la scène d'introduction, chanté par nul autre que le regretté Daniel Beretta, donc qui était aussi la voix française de Arnold Schwarzenegger, qui nous a quittés récemment. Et Daniel Beretta aussi interprète un personnage dans ce film, dans Revolver, puisqu'il joue le rôle on va dire, d'un chanteur hippie qui a été littéralement récupéré par le système capitaliste. Et c'est un personnage qui signifie, dont la présence signifie aussi que le système réussit à museler les luttes par absolument tous les moyens, voilà, qui est le propos de ce film que je trouve personnellement ultra puissant, enfin je veux dire, qui me prend aux tripes à la fin à chaque fois que je le regarde. L'enquête est close, on referme le dossier et on vous conseille de placer du coup de toute urgence la cible hurlante en garde à vue. Un très grand merci à toi Aurélien pour avoir su évoquer si bien ce grand film méconnu. Et je le répète, on retrouve régulièrement donc
tes textes sur la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine et on te retrouve en podcast avec la 36e chambre du cinéphage qui gravite autour du meilleur du cinéma asiatique. C'est dispo sur toutes les bonnes plateformes comme on dit. De la qualité, c'est vraiment le haut du panier. Merci beaucoup à toi pour cette émission. Quant à nous, on se retrouve très vite pour évoquer un autre polar au cinéma. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube de l'émission, à la partager si cela vous a plu et à nous mettre un maximum d'étoiles sur les applications de podcast. Merci encore et à très vite dans Bien connu des services de police.